moitié du livre et je vais lire 2 chapitres comme d'habitude. Je suis désolée, la semaine dernière je n'ai sorti qu'une vidéo, la lecture. Je n'ai pas du tout eu le temps de filmer une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vais essayer d'en sortir 2 cette semaine. Je vais essayer, je ne promets rien. C'est parti. Chapitre 11. Le guet aventureux. Marc fit éveiller son chapelain et lui tendit la lettre. Le clerc brisa la cire et salua d'abord le roi au nom de Tristan. Puis, ayant habilement déchiffré les paroles écrites, il lui rapporta ce que Tristan lui mandait. Marc l'écouta sans mot dire et se réjouissait en son cœur car il aimait encore la reine. Il convoqua nommément les brisés de ses barons et, quand ils furent tous assemblés, ils firent silence et le roi parla. Seigneur, j'ai reçu ce bref. Je suis roi sur vous et vous êtes mes féaux. Écoutez les choses qui me sont mandées, puis conseillez-moi. Je vous en requiers puisque vous me devez le conseil. Le chapelain se leva, délia le bref de ses 2 mains et, debout devant le roi. Seigneur, dit-il, Tristan mande d'abord salut et amour au roi et à toute sa baronnie. Roi, ajoute-t-il, quand j'ai eu tué le dragon et que j'eus conquis la fille du roi d'Irlande, c'est à moi qu'elle fut donnée. J'étais maître de la garder, mais je ne l'ai point voulu. Je l'ai amenée en votre contrée et vous l'ai livrée. Pourtant, à peine l'aviez-vous prise pour femme, des félons vous firent accroire leurs mensonges. En votre colère, bel oncle, mon seigneur, vous avez voulu nous faire brûler sans jugement. Mais Dieu a été pris de compassion, nous l'avons supplié, il a sauvé la reine, et ce fut justice. Moi aussi, en me précipitant, un rocher élevé, j'échappai par la puissance de Dieu. Qu'ai-je fait depuis que l'on puisse blâmer? La reine était livrée aux malades, je suis venu à sa rescousse. Je l'ai emportée. Pouvais-je donc manquer en ce besoin à celle qui avait failli mourir innocente à cause de moi? J'ai fui avec elle par les bois. Pouvais-je donc, pour vous la rendre, sortir de la forêt et descendre dans la plaine? N'aviez-vous pas commandé qu'on nous prît mort ou vive? Mais aujourd'hui comme alors, je suis prêt, beau sire, à donner mon gage et à soutenir contre tout venant par bataille, que jamais la reine n'eut pour moi, ni moi pour la reine d'amour qui vous fut une offense. Ordonnez le combat, je ne récuse nul adversaire, et si je ne puis prouver mon droit, faites-moi brûler devant vos hommes. Mais si je triomphe et qu'il vous plaise de reprendre Iseut au clair visage, nul de vos barons ne vous servira mieux que moi. Si au contraire vous n'avez cure de mon service, je passerai la mer, j'irai m'offrir au roi de Gavois ou au roi de Frise, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Sire, prenez conseil, et si vous ne consentez à nul accord, je ramènerai Iseut en Irlande où je l'ai prise. Elle sera reine en son pays. Quand les barons cornoyés entendirent que Tristan leur offrait la bataille, ils dirent tous au roi: Sire, reprend la reine, ce sont des insensés qui l'ont calomniée.
ce soir, faites vite. Il ajouta, vous direz encore que je leur envoie à tous deux salut et amour. Vers la minuit, Tristan traversa la blanche lande, trouva le bref et l'apporta scellé à l'ermite au grain. L'ermite lui lut les lettres. Marc consentait sur le conseil de tous ses barons à reprendre Iseut, mais non à garder Tristan comme soudoyé. Pour Tristan, il lui faudrait passer la mer. Quant à 3 jours de là, au quai aventureux, il aurait remis la reine entre les mains de Marc. Dieu, dit Tristan, quel deuil de vous perdre, ami. Il le faut pourtant, puisque la souffrance que vous supportiez à cause de moi, je puis maintenant vous l'épargner. Quand viendra l'instant de nous séparer, je vous donnerai un présent, gage de mon amour. Du pays inconnu où je vais, je vous enverrai un messager. Il me retira votre désir, ami, et au premier appel de la terre lointaine, j'accourrai. Iseut soupira et dit, Tristan, laisse-moi Ustan ton chien. Jamais l'émier de prix n'aura été gardé à plus d'honneur. Quand je le verrai, je me souviendrai de toi et je serai moins triste. Ami, j'ai un anneau de jaspe vert. Prends-le pour l'amour de moi. Porte-le à ton doigt. Si jamais un messager prétend venir de ta part, je ne le croirai pas. Quoi qu'il fasse ou qu'il dise, tant qu'il ne m'aura pas montré cet anneau. Mais dès que je l'aurai vu, nul pouvoir, nulle défense royale ne m'empêcheront de faire ce que tu m'auras mandé, que ce soit sagesse ou folie. Ami, je vous donne Ustan. Ami, prenez cet anneau en récompense. Et tous deux se baisèrent sur les lèvres. Or, laissant les amants à l'ermitage, Augrain avait cheminé sur sa béquille jusqu'au mont. Il y acheta du vert, du gris, de l'hermine, des draps de soie, de pourpre et d'écarlate, et un chintz plus blanc que fleur de lys, et encore un palefroid harnaché d'or, qui allait l'emble doucement. Les gens riaient à le voir. Dispersé pour ses achats étranges et magnifiques, ses deniers très longtemps amassés. Mais le vieil homme chargea sur le palefroid les riches étoffes et revint auprès d'Iseut. Reine, vos vêtements tombent en lambeaux. Acceptez ces présents afin que vous soyez plus belle le jour où vous irez au guet aventureux. Je crains qu'il ne vous déplaise, je ne suis pas expert à choisir de tels atours. Pourtant, le roi faisait crier par la cornouaille la nouvelle qu'à 3 jours de là, au guet aventureux, il ferait accord avec la reine. Dames et chevaliers se rendirent en foule à cette assemblée. Tous désiraient revoir la reine Iseut, tous l'aimaient, sauf les 3 vélons qui survivaient encore. Mais de ces 3, l'un mourra par l'épée, l'autre périra transpercé par une flèche, l'autre noyé, et, quant au forestier, Bérénice, le franc, le blond, l'assommera à coups de bâton dans le bois. Ainsi, Dieu qui est toute démesure vengera les amants de leurs ennemis. Au jour marqué pour l'assemblée, au quai aventureux, la prairie brillait au loin, toute tendue et parée des riches tentes des barons. Dans la forêt, Tristan chevauchait avec Iseut, et par crainte d'une embûche, il avait revêtu son haut-père sous ses haillons. Soudain, tous deux apparurent au seuil de la forêt et virent au loin, parmi les barons, le roi Marc. Ami, dit Tristan, voici le roi votre seigneur, ses chevaliers et ses soudoyers. Ils viennent vers vous, dans un instant nous ne pourrons plus nous parler. Par le Dieu puissant et glorieux, je vous conjure, si jamais je vous adresse un message, faites ce que je vous manderai. Ami Tristan, dès que j'aurai revu l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni mur, ni fort château ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. Iseut, Dieu dans sage gré. Leurs 2 chevaux marchaient côte à côte. Il la tira vers lui et la pressa dans ses bras. Ami, dit Iseut,
osera, je resterai caché chez Ori. Quiconque te fera outrage, qu'il se garde de moi comme de l'ennemi. Les deux troupes s'étaient assez rapprochées pour échanger leur salut. À une portée d'arc en avant des siens, le roi chevauchait hardiment, avec lui Tinas de Lidan. Quand les barons le rejoint, Tristan, tenant par les rênes le palefroid d'Iseut, salua le roi et dit: Roi, je te rends Iseut la blonde. Devant les hommes de ta terre, je te requiers de m'admettre à me défendre en ta cour. Jamais je n'ai été jugé. Fais que je me justifie par bataille. Vaincu, brûle-moi dans le soufre. Vainqueur, retiens-moi auprès de toi. Ou, si tu ne veux pas me retenir, je m'en irai vers un pays lointain. Nul n'accepta le défi de Tristan. Alors, Marc prit à son tour le palefroid d'Iseut par les rênes et, la confiant à Tinas, se mit à l'écart pour prendre conseil. Joyeux, Tinas fit à la reine mainte honneur et mainte courtoisie. Il lui ôta sa chape d'écarlate somptueuse, et son corps apparut gracieux sous la tunique fine et le grand bliot de soie. Et la reine sourit au souvenir du vieil ermite qui n'avait pas épargné ses deniers. Sa robe est riche, ses membres délicats, ses yeux verts, ses cheveux clairs comme des rayons de soleil. Quand les félons la virent belle et honorée comme jadis, irrités, ils chevauchèrent vers le roi. À ce moment, un baron, André de Nicole, s'efforçait de le persuader. Sire, disait-il, retiens Tristan près de toi. Tu seras grâce à lui un roi plus redouté. Et peu à peu, il assouplissait le cœur de Marc. Mais les félons vinrent à l'encontre et dirent: Roi, écoute le conseil que nous te donnons en loyauté. On a médit de la reine, à tort nous te l'accordons. Mais si Tristan et elle rentrent ensemble à ta cour, on en parlera de nouveau. Laisse plutôt Tristan s'éloigner quelque temps. Un jour, sans doute, tu le rappelleras. Marc fit ainsi. Il fit mander à Tristan par ses barons de s'éloigner sans délai. Alors Tristan vint vers la reine et lui dit adieu. Ils se regardèrent. La reine eut honte à cause de l'assemblée et rougit. Mais le roi fut ému de pitié et, parlant à son neveu pour la première fois: Où iras-tu sous ces haillons? Prends dans mon trésor ce que tu voudras, or, argent, vert et gris. Roi, dit Tristan, je n'y prendrai ni un denier ni une maille, comme je pourrais. J'irai servir à grand joie le riche roi de Frise. Il tourna bride et descendit vers la mer. Iseut le suivit du regard, et, si longtemps qu'elle put l'apercevoir au loin, ne se détourna point. À la nouvelle de l'accord, grands et petits, hommes, femmes et enfants, accoururent en foule hors de la ville à la rencontre d'Iseut, et, menant grand deuil de l'exil de Tristan, ils faisaient fête à leur
légère, à qui se sait innocent, que lui en coûterait-il? Dieu est vrai juge, il dissiperait à jamais les griefs anciens. Voilà ce qu'il prétendait, mais laissant ces choses, je les ai chassées, te dis-je. Iseut frémit, elle regarda le roi. Sire, mandez-leur de revenir à votre cour, je me justifierai par serment. Quand, au 10e jour, ce terme est bien proche, ami, il n'est que trop lointain. Mais je requiers que d'ici là vous mendiez au roi Arthur de chevaucher avec monseigneur Gauvin, avec Gerflay, qui est le sénéchal, et 100 de ses chevaliers jusqu'à la marge de votre terre, à la blanche lande, sur la rive du fleuve qui sépare vos royaumes. C'est là, devant eux, que je veux faire le serment, et non devant vos seuls barons, car à peine aurais-je juré, vos barons vous requerront encore de m'imposer une nouvelle épreuve, et jamais nos tourments ne finiraient. Mais ils n'oseront plus si Arthur et ses chevaliers sont les garants du jugement. Tandis que se hâtaient vers Kerduel les héros d'armes, messagers de marque auprès du roi Arthur, secrètement Iseut envoya vers Tristan son valet, Bérénice le blond, le fidèle. Bérénice courut sous les bois, évitant les sentiers frayés tant qu'il l'atteignit. La cabane d'Oris le forestier, où, depuis de longs jours, Tristan l'attendait. Bérénice lui rapporta les choses advenues. La nouvelle félonie, le terme du jugement, l'heure et le lieu marqués. Sire, madame vous mande qu'au jour fixé, sous une robe de pèlerin, si habilement déguisée que nul ne puisse vous reconnaître, sans armes, vous soyez à la blanche lande. Il lui faut pour atteindre le lieu du jugement passer le fleuve en barque sur la rive opposée, là où seront les chevaliers du roi Arthur. Vous l'attendrez. Sans doute alors vous pourrez lui porter aide. Madame redoute le jour du jugement, pourtant qu'elle se fie en la courtoisie de Dieu, qui déjà sut l'arracher aux mains de lépreux. Retourne vers la reine, beau, doux ami Bérénice. Dis-lui que je ferai sa volonté. Or, Seigneur, quand Bérénice s'en retourna vers Tantagel, il advint qu'il aperçut dans un fourré le même forestier qui, naguère, ayant surpris les amants endormis, les avait dénoncés au roi. Un jour qu'il était ivre, il s'était vanté de sa traîtrise. L'homme ayant creusé dans la terre un trou profond, le recouvrait habilement de branchages pour y prendre loup et sanglier. Il vit s'élancer sur lui le valet de la reine et voulut fuir, mais Bérénice l'acula sur le bord du piège. Espion, qui a vendu la reine, pourquoi t'enfuir? Reste là, près de ta tombe, que toi-même tu as pris le soin de creuser. Son bâton tournoya dans l'air en bourdonnant. Le bâton et le crâne se brisèrent à la fois, et Bérénice le blond, le fidèle, poussa du pied le corps dans la fosse couverte de branches. Au jour marqué pour le jugement, le roi marque Iseut et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à la blanche lande, parvinrent en bel arroi devant le fleuve, et massés au long de l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Devant eux, assis sur la berge, un pèlerin miséreux, enveloppé dans sa chape où pendaient des coquilles, tendait sa sébile de bois et demandait l'aumône d'une voix aiguë et dolente. À force de rames, les barques de Cornouailles approchaient. Quand elles furent près d'atterrir, Iseut demanda au chevalier qui l'entourait: Seigneur, comment pourrais-je atteindre la terre ferme sans souiller mes longs vêtements dans cette fange? Il faudrait
chasseur vint m'aider. L'un des chevaliers est là le pèlerin. Ami, retrousse ta chape et descends dans l'eau et porte la reine. Si pourtant tu ne crains pas, cassé comme je te vois, de fléchir à mi-route. L'homme prit la reine dans ses bras et lui dit tout bas, ami, puis tout bas encore, laisse-toi choir sur le sable. Parvenu au rivage, il trébucha et tomba, tenant la reine pressée entre ses bras. Écuyer et marinier, saisissant les rames et les gaffes pour chasser le pauvre air. Laissez-le, dit la reine, sans doute un long pèlerinage l'avait affaibli. Et détachant un fermail d'or fin, elle le jeta au pèlerin, devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie. Denisée était étendu sur l'herbe verte, et les reliques des saints retirées des écrins et des chasses y étaient déjà disposées. Monseigneur Gauvin, Gervais et Quai le sénéchal les gardaient. La reine, ayant supplié Dieu, retira les joyaux de son cou et de ses mains et les donna au pauvre mendiant. Elle détacha son manteau de pourpre et sa guimpe fine et les donna. Elle donna son châle et son bliot et ses chaussures enrichies de pierreries. Elle garda seulement sur son corps une tunique sans manches, et les bras et les pieds nus, s'avança devant les deux rois. Alentour, les barons la contemplaient en silence et pleuraient. Près des reliques brûlait un brasier. Tremblante, elle étendit la main droite vers les ossements des saints et dit: Roi de l'Ogre, et vous, roi de Cornouailles, et vous, sire Gauvin, sire Quai, sire Gervais, et vous tous qui serez mes garants, par ces corps saints et par tous les corps saints qui sont dans ce monde, je jure que jamais un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras, hormis le roi Marc, mon seigneur, et le pauvre pèlerin qui tout à l'heure s'est laissé choir à vos yeux. Roi Marc, ce serment convient-il? Oui, reine, et que Dieu manifeste son vrai jugement. Amen, dit Iseut. Elle s'approcha du brasier, pâle et chancelante, tous se taisaient, le fer était rouge. Alors elle plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha 9 pas en la portant, puis, l'ayant rejetée, étendit ses bras en croix, les paumes ouvertes, et chacun vit que sa chair était plus saine que brune de prunier. Alors, de toutes les poitrines, un grand cri de louange monta vers Dieu. Voilà. C'est terminé pour les 2 chapitres de ce soir. Il reste encore 7 chapitres à lire et je crois qu'il y en a un qui est plus long que les autres, donc il faudra sûrement faire une seule vidéo. Donc voilà, il reste quelques vidéos pour terminer le livre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous souhaite